Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. Et aujourd'hui on brise les codes parce qu'on parle encore une fois de la nouvelle vague dans cette partie 2 sur la nouvelle vague. Et comme d'habitude je suis entouré de l'équipe habituelle du Studio 7. Pauline, comment vas-tu ? Ça va très bien, tu le fais bien. Ah ouais, on pourrait s'y méprendre. Louis, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va. Et toi Deka, comment tu vas ? Très bien. Et toi Frigo, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, je suis à une place qui me dérange beaucoup, parce que c'est très bizarre de faire le présentateur. Hein. Ouais, mais voilà quoi. Du coup, j'ai rien de plus à dire, c'est pas moi qui présente. Ok, donc je prends la suite. Donc, partie 2 sur la nouvelle vague. Donc une partie où Pauline, Louis et moi, on va vendre nos films à Frigo. Donc quel film vous avez choisi ? Alors j'ai pris Alphaville, une étrange aventure de Lémi Caution, de Jean-Luc Godard. Oh le nom il est à rallonge. Ouais, je pense qu'on dit que Alphaville. Les gens disent Alphaville. Ok. Moi j'ai choisi Les Mistons de François Truffaut. Ok. Et moi je choisis Loin du Vietnam de Chris Marker, c'est lui qui a un peu chapeauté le tout, mais avec Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Claude Lelouch, William Klein, Joris Ivens, Agnès Varda, mais elle ne veut plus être liée au truc, elle a demandé à ce qu'elle soit enlevée du générique, mais bon là voilà. Et 150-200 autres personnes, mais j'en parlerai plus tard. Le film de Frigo, c'est bande organisée de Jules, quoi. Ouais, non, c'est vraiment ça. Et du coup, voilà, donc les 3 films qu'on a choisis. Donc on va te les vendre, comme d'habitude, et tu nous diras, après ton visionnage, bientôt, lequel tu as préféré. Ouais. Et donc on peut partir pour ce premier round. Alors, premier round, c'est le round de l'intrigue, du plot, de l'histoire, un peu la fiche technique, un round un peu plus rapide, en tout cas, on espère, dans lequel on va pas trop débattre, mais on va vous donner les premières bases du film, histoire de savoir un peu de quoi on parle. Et on va commencer, comme d'habitude, par Pauline. Tout à fait. Donc j'ai dit le titre entier, théoriquement, du film, c'est Alphaville, une étrange aventure de Lémi Caution. Mais tout le monde dit Alphaville. Voilà. Qui est un film de Jean-Luc Godard, qui est sorti en 1965. Et c'est un film de science-fiction. Et du coup, c'est ce qui m'intéressait dans ce choix, c'est de montrer comment la nouvelle vague, ça peut aussi être de la science-fiction. C'est, on va dire, de la science-fiction type anti-sion dystopie. Donc on est dans un futur non défini. Et c'est un agent spécial, qui est du coup Lémi Caution, qui est envoyé à Alphaville. Ça ne se passe pas sur Terre, c'est une cité sur une autre planète, qui est totalement déshumanisée. Et en fait, elle est gérée par ce qu'ils appellent un supercalculateur Alpha 60. Donc en gros, c'est une cité qui est gérée par une machine. Et Alpha 60, Alphaville du coup. Et le mot d'ordre, on va dire, de cette cité, c'est qu'il est interdit d'avoir des sentiments et que les gens doivent être uniquement régis par la logique. Ils doivent agir uniquement par logique et jamais par émotion. Et donc cet agent spécial, Lémi Caution, il doit neutraliser l'Alpha 60, parce que de là où il vient, ils se rendent bien compte que les gens sont des esclaves, quoi. Et le développeur du logiciel qui régit tout le monde, qui est le professeur Van Braun. Je crois que j'ai dit la date, ouais. Il fait 1h39, le film. Il a reçu l'Ours d'Or en 1965. Et c'est de quel... ça vient d'où déjà l'Ours d'Or ? De la Berlinade. Berlin. Donc Berlin. Les 2 acteurs principaux, alors Lémi Caution, c'est Eddie Constantine. Et il va rencontrer une femme qui est d'Alphaville quand il va arriver, etc., qui va l'aider alors que normalement elle est soumise aux règles d'Alphaville. Et du coup, au début, elle comprend pas ce que c'est les sentiments parce qu'elle a jamais appris à en éprouver, etc. Il y a toute une intrigue là-dessus, qui est jouée par Anna Karina, donc très grande actrice de la nouvelle vague et également compagne pendant longtemps de Jean-Luc Godard. Et
je crois que j'ai pas besoin d'en dire bien plus sur l'histoire. Ok. J'avais une question. C'est pas tiré d'un bouquin ou d'une série de bouquins? Le personnage de Lémi Caution n'est pas tiré d'un bouquin? Ça me dit rien, là, dit comme ça. Je crois pas. D'accord, non, mais c'est peut-être... peut-être, je sais pas. Je sais que Godard, c'est inspiré de la littérature et a distillé beaucoup de trucs de la littérature dans son film. Mais il me semble pas pour le personnage. Mais... D'accord, non, mais voilà, il me semblait... Enfin, parce que le nom de Lémi Caution me disait quelque chose, mais... Okay. J'ai un peu perdu le fil de tout, mais ça se passe dans un truc totalement fictif, du coup, ça se rattache un peu à du réel. Ok. C'est totalement fictif, c'est sur une autre planète, dans un temps pas vraiment déterminé. Après, c'est... Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir plus tard, mais je peux le dire maintenant, c'est tourné que dans des décors réels, ce qui est assez inhabituel pour un film de science-fiction. Et du coup, t'identifies quand même vachement... t'as pas forcément l'impression d'être sur une autre planète, de par les décors, etc. Ou les vêtements des gens, ou j'en sais rien. Mais quand même, dans l'histoire, on comprend très bien que c'est une autre civilisation, quoi. Ok, et ça a été tourné en France ? Ouais, c'est un film franco-italien, comme il y en avait beaucoup à l'époque, des coprods avec l'Italie. Mais c'est principalement français, avec que des acteurs français, etc. Et si je dis pas de bêtises, moi j'avais vu un extrait de ce film il y a longtemps. Il me semble que c'est tourné à Paris, dans les banlieues parisiennes justement, qui venaient d'être construites et tout. C'était ces nouveaux quartiers dans les années 60, super modernes et tout. Ouais. Du coup, Godard doit se servir de ça un petit peu pour montrer un peu qu'on est dans le futur. Je sais que c'est tourné dans les bureaux d'une entreprise. Ouais, c'est pas étonnant. Un peu, ouais, voilà, une grosse entreprise. Ok. Tu dirais que, entre guillemets, ça a bien vieilli niveau de décor ou pas ? Franchement, oui. Ok. Étonnamment bien. Ok. Est-ce que, du coup, vu que c'est une coprod, il y a des soucis de... italien, français Alors, non, je te rassure, les Italiens ont mis des sous, mais les acteurs sont français, le film est en français. Ok. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et il est trouvable où Alors, il est sur Canal+, pour ceux qui auraient un abonnement Canal+. Ouais. Et sinon, il est aussi à la location sur Universiné. Ok. Et niveau accessibilité, tu mettrais combien ? Alors, c'est une bonne question. Je mettrais 7, je pense. Ok. Je l'ai choisi en partie parce que je trouve que c'est peut-être le film de Godard le plus accessible, dans le sens où si t'arrives pas à te rattacher à tout ce qui est mouvement de la nouvelle vague, tu peux te rattacher aux éléments de science-fiction. Après, ça reste du cinéma qu'on a quand même relativement peu l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que je mets pas forcément plus. Mais c'est quand même, je trouve, assez accessible. Ah, et j'ai pas précisé, mais c'est en noir et blanc aussi. Ok. Voilà. C'était une volonté ou c'était... C'était une volonté, ouais. Ok. Parce que Godard, il a fait des films en noir et blanc comme des films en couleur, mais dans les années 60, il faisait déjà du film en couleur. Ses premiers films, À bout de souffle, Le Petit Soldat, c'est en noir et blanc aussi. Mais je sais que pour ce film, il voulait, pour ce côté science-fiction, dystopie, etc., il trouvait que le noir et blanc marchait particulièrement bien. Ok. Ce qui est le cas d'ailleurs. Donc voilà. Je suis désolé, est-ce que tu peux me rappeler juste vite fait le plot, mais juste en 2-2. Mon cerveau, il se déconnecte, il se reconnecte. Du coup, j'ai des bouts de... En gros, c'est un détective, un agent secret qui est envoyé sur la planète Alphaville pour détruire l'ordinateur qui régit les gens et qui leur interdit d'avoir des émotions. Ok, ouais, c'est bon. T'as dit la durée ? Oui. 1h39. D'accord. Ok. Écoute, je pense pas avoir plus de questions actuellement. Est-ce qu'il y a peut-être des costumes un peu spéciaux pour faire truc un peu futuriste ou... Bah non, justement, pas des masses. C'est très... Le détective, il est en impair de détective chapeau, quoi. Ouais. Et après, les autres sur la planète Alphaville, ils ont pas des costumes particuliers. Ça va un peu avec le truc des décors. C'est en mode... Et
qui aussi va un peu, du coup, fait que ça s'intègre dans la nouvelle vague. C'est que ils filment des gens comme si c'était dans leur quotidien, etc. Sauf que par d'autres moyens, il fait comprendre que c'est une dystopie. Ok. Est-ce que c'est un peu du néo-noir, du coup? Putain, j'avais la même question en tête. Oui. Je pense qu'on peut grandement rapprocher ce film du néo-noir, effectivement. On vous invite à écouter notre épisode 2 parties sur le néo-noir. Vraiment, ouais. Si ça vous intéresse, de savoir un peu ce que c'est. C'est pas dit que à la fin de l'épisode vous aurez une meilleure idée de ce que c'est, mais au moins on aura essayé. Est-ce que vous l'avez vu déjà, Louis? Non, moi j'ai vu que des extraits en cours à une époque, mais je l'ai jamais vu encore en entier. Ok. Non, malheureusement. Vous avez des questions vous, là, qui vous viennent en plus? Bah non, pas sur la première partie. En Okay. général, je regarde plutôt pour la deuxième. Ouais, mais je sais pas. À part c'est des trucs très précis comme ça, mais non. Ok. Bah écoute, Louis, je te propose d'enchaîner du coup. Ouais. Bah, moi, ça va être très court, parce que j'ai choisi un court-métrage. C'est vrai que c'est quelque chose qui a un peu aussi à rapprocher de la nouvelle vague. Il y a eu beaucoup de courts-métrages. Enfin, c'est des réalisateurs qui ont énormément commencé par des courts-métrages, mais ils en ont fait même quasiment toute leur filmographie. Ouais, c'est vrai. Donc c'est très intéressant. Ça vient un petit peu avec le fait, on n'en a pas trop parlé dans la première partie, mais si ces réalisateurs ont pu faire du cinéma, c'est grâce au ministère de la Culture qui avait ouvert un peu plus les aides aux plus jeunes pour faire du cinéma. André Malraux, si je dis pas de bêtises. Probable, mais pas sûr. À vérifier. Info à vérifier. Je vais regarder ça en attendant. Vas-y. Donc du coup, j'ai choisi un court-métrage de François Truffaut qui se trouve à la limite du début de la nouvelle vague, puisqu'il est sorti en 1957. Ok. Et donc c'est Les Mistons, comme j'ai dit. On est à Nîmes, magnifique ville du Sud, où il y a une bande de gamins jaloux qui vont rendre un peu la vie impossible à un couple, parce qu'ils sont plus ou moins amoureux de la fille. Donc c'est un couple de jeunes adultes, et ces gamins fantasment un petit peu sur la jeune fille, forcément, enfin, comme on fantasme, on tombe amoureux et tout. C'est plus de l'amour que du fantasme d'ailleurs. Okay. Et ils vont essayer de les embêter, de les taquiner et tout, parce qu'ils aiment pas l'homme, parce qu'ils ont le sentiment que cet homme leur a pris quelque chose en sortant avec cette femme. Ok. Et donc c'est cette histoire de gamins qui vont faire un petit peu les 400 coups. Petite blague. Voilà. Qui vont faire un petit peu les 400 coups autour de ce couple. Tout ça sur le fond d'une voix off adulte qui en fait raconte cette histoire. Et on apprend que c'est un des gamins. Et donc voilà. Ok. C'est bien André Malraux. Je suis désolé, mais je... Oh. Voilà. Merci pour... Et du coup, t'as dit court-métrage, mais court-métrage de combien de temps? J'ai posé la question. 18 à 20 minutes, je crois. C'est un peu moins de 20 minutes, donc ça doit être 18 à peu près. Ok. Et c'est disponible quelque part ou... Eh ben, je pense que c'était disponible au moins sur YouTube, et pas du tout. Sur Universiné. Ah ouais, il est sur Universiné. Moi, je le vois écrit sur Universiné. Et ben, en loc ou en... Bah attendez, Déjà, est-ce qu'il est disponible? Parce que des fois, ça peut être écrit en location. Ok. Eh ben, très bien. C'est quand même chiant de payer une loc pour un film de 20 minutes. Mais... 1,49€. Ouais. C'est en prix réduit. Voilà. Mais bon, bah, il est sur Universiné. Je t'avoue que j'avais pas bien regardé. J'ai pas très bien préparé, mais... Oui, y a pas de souci. Parce que, quand j'avais regardé, moi, je regarde sur Just Watch et il n'y avait pas écrit, donc... Ok. Je fact-check en live ici. Ça rigole pas chez Studio Seven. Donc, voilà, tourné à Nîmes. Ouais. Je te dis ça parce que moi, j'ai vécu 2 ans et je reconnais énormément les quartiers qui sont filmés. Comme quoi les choses elles changent pas trop avec l'âge. Ah non, mais il y a une scène où ils sortent d'un cinéma et c'est un cinéma qui a été ensuite racheté par une grande chaîne où j'allais quand je faisais mes études, c'était exactement ce cinéma où j'allais quoi. Ok. Donc c'est assez rigolo et tout. Bah ouais, carrément. Attends, ce que je réfléchisse. C'est quoi? C'est filmé genre en mode caméra à la main ou... Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Donc c'est des images qui bougent, enfin qui sont c'est un peu des images, il y a tremblantes, des images qui bougent pas mal et tout, parce qu'en fait, du coup, la jeune fille se balade parfois à vélo, et donc elle est suivie par cette bande de gamins, et du coup, t'as la caméra qui essaye de suivre un petit peu. Ok.
Et niveau son, c'est à peu près pareil, du coup, je pense que c'est très minimaliste. Ouais, c'est un son... donc déjà, il y a la voix off qui prend énormément le dessus. Donc déjà, voix off dans la fiction, on essaye déjà de casser un peu les codes de la fiction. Ouais. Et il y a parfois le son est pris directement, sans travail sur le son. Donc du coup, il est vraiment très brut, comme on disait dans la première partie. On a un film brut au niveau de ce qui est filmé, quoi. Ok. Donc voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus sur ce film. Après, c'est un court-métrage, donc je pense pas non plus. Exactement. Et niveau accessibilité, tu le mettrais comment ? Je mettrais 7 à peu près. Ok. Il y a quand même des trucs un peu subtils, du coup, ça veut dire ? Non, c'est plus dans l'histoire. Elle est pas non plus. Elle va pas passionner beaucoup de gens. Moi, je la trouve très belle. Je trouve que la voix off est très belle, très poétique. Mais il y a peut-être certaines personnes qui vont complètement passer à côté, quoi. Ok. Bah écoute, vous l'avez vu, vous, ou pas ? Non. Vous avez des questions ? C'est vrai qu'on aurait pu faire 18 minutes quand même. Mais bon, ça fait pas d'effort ici. Bon, non, mais je savais pas que c'était un court-métrage. Je sais, je rigole. Ouais. Sinon, j'aurais regardé. Ouais, bah oui, moi aussi. Mais je savais pas. Bon, est-ce que t'as vu L'argent de poche de Truffaut ? Non. Ok. Parce que c'est vrai que l'enfance, c'est un thème qui est assez récurrent chez Truffaut. Du coup, là, dans son court-métrage, dans Les 400 coups, qui est son film le plus connu. Ouais. Et aussi dans L'argent de poche, qui est pour le coup moins connu. Mais que j'ai pas vu, mais qui a l'air super. J'allais y venir un petit peu dans la deuxième partie, mais en grosso modo, moi j'adore la façon dont Truffaut parle de la jeunesse. Genre vraiment, c'est très beau, je trouve. Ok. Bah écoute, Deka, Alors, moi j'ai choisi du coup Loin du Vietnam. Comme je disais, en fait, c'est compliqué de donner des réalisateurs. Parce que par exemple, là, sur Letterboxd, par exemple, ils nous disent Godard, Varda, Marker, Resnais, Lelouch, Klein et Evans. Sauf que Varda n'a pas réalisé dans le film. Par exemple, elle avait commencé à écrire une sorte de fiction entre, je crois, une bourgeoise française et un Vietnamien, quelque chose comme ça. Enfin, Varda qui fait un peu du Varda. Et ça n'a pas été pris dans le film. Même, je crois que Demi avait aussi réalisé une petite séquence qui n'a pas été gardée. Mais elle est quand même notée dans les réalisateurs. Par contre, en fait, c'est pas très clair. Parce que, par exemple, si on va voir sur Wikipédia, la source incroyable, on voit qu'en fait, par exemple, il y a Claude Chabrol qui est marqué à un moment. Il y a d'autres noms qui sont pas marqués dans les réalisateurs. Enfin, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est parce que c'est un des premiers films collectifs européens politisés comme ça. Et donc, en fait, le film, on s'en fout un peu, je crois, de qui réalise quoi. Et le film commence en mettant les noms du coup de ceux que j'ai cités, et puis plein d'autres noms. Et en fait, à la fin, il y a un truc comme merci aux plus de 150-200 personnes qui ont participé à ce film. Alors déjà, je vais dire maintenant un peu ce qu'est le film, ça permettra de mieux comprendre. Ouais. Alors en fait, le film Loin du Vietnam, il naît d'une... alors je vais vous expliquer un peu la genèse du film. En fait, il y a une opération qui avait pour but d'envoyer un bateau au Vietnam avec plein de fonds. C'était comment dire, il y avait une volonté de réunir des fonds pour envoyer un bateau au Vietnam pour amener des médicaments. Et donc à ce moment-là, il y a des gens qui ont fait des pubs, etc. pour soutenir un peu ce mouvement. Et alors j'ai plus le nom de la personne qui a commencé à se dire est-ce que les cinéastes pourraient pas en gros bouger un peu leur cul et aider quoi. Et évidemment à ce moment-là, je pense que pour un sujet comme ça, tu as besoin d'un cinéaste pour t'aider, tu vas voir Marker. Et tu lui dis, t'aurais pas envie de nous soutenir un petit peu concernant le Vietnam, quoi. Et Marker, il était chaud, quoi. Donc il a fait ça, il a réuni du coup autour de lui des réalisateurs et en fait plein de gens qui avaient envie de soutenir le film. Et donc du coup il y a 150-200 personnes qui ont soutenu, certains qui sont venus une semaine, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, et donc c'était vraiment un film collectif quoi. Quand même chapeauté par Chris Marker, et ça sent comment c'est monté, etc. On sent vraiment la patte Marker.
Mais donc voilà d'où vient le film. Pour le film d'ailleurs, il a créé l'association Sloan, j'en ai déjà parlé dans l'épisode documentaire, donc qui a permis de produire le film. Donc en fait c'est une association, elle a été faite en Belgique pour contourner la censure française. Parce que disons que le Vietnam, la France, il y a eu l'Indochine avant, il y a eu pas mal de choses qui fait que au niveau censure c'était pas mal, et Marker il sait un petit peu ce que c'est que la censure française sur certains trucs. Donc il a fait cette boîte de prod en Belgique alors qu'il faisait tout en France, tu vois, donc c'était vraiment histoire de contourner. Et donc ce film regroupe plusieurs séquences. Alors encore une fois, voilà, pour dire que rien n'est très clair, c'est que sur Letterboxd, ils vont te dire que en fait, ils ont vu les 7 noms des réals et ils ont écrit oui, dans cette partie, les réalisateurs parlent. Non, en fait, il n'y a pas 7 parties, il y en a, je crois, entre 10 et 12, je sais plus. Et les parties, à chaque fois, sont marquées par un titre. Et après, il y a la partie. Mais à aucun moment, c'est lié à un réalisateur. On ne voit pas trop. À part 2 parties pour le coup qui on reconnaît la patte, c'est-à-dire que j'en parlerai un peu plus tard, surtout de Godard qui a fait du Godard et a décidé de parler de lui, mais bon voilà. Et aussi Alain Resnais, on reconnaît un petit peu, on voit bien que c'est Alain Resnais. Le reste c'est un petit peu plus flou, qui a participé, donc c'est un peu plus compliqué. C'est un film à sketch en fait. Alors, en fait, justement, j'allais venir. En fait, c'est un film, du coup, qui a plusieurs vignettes, avec plusieurs choses. Mais le problème, c'est qu'il y a de tout, en fait. Tu vas avoir, par exemple, des images d'archives. Tu vas avoir des moments un peu plus écrits. Donc là, c'est le moment de Resnais où, en fait, c'est juste un homme qui fait c'est vraiment la définition du mansplaining. C'est-à-dire qu'il parle un peu philosophie et il dit des choses qui sont intéressantes, hein. Mais vraiment, la scène, c'est un homme qui parle pendant 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, de la situation, et on voit une femme sur un lit qui l'écoute. Et vraiment, il parle, et il y a des plans sur cette femme qui l'écoute. Et t'as l'impression qu'au bout d'un moment, ça la fait un peu chier. Et donc vraiment, quand je dis que c'est la définition du mansplaining, c'est que c'est vraiment ça, quoi. Et voilà, après, t'as, par exemple, Godard qui a décidé de se filmer lui-même en faisant un peu des références à l'homme à la caméra, et qui parle un petit peu de comment c'est dur en tant qu'artiste de montrer, on en parlera un peu plus de détails après. On a une interview de Fidel Castro, on a des moments qui sont filmés dans des manifestations, enfin il y a vraiment de tout, il y a de tout, quoi. Donc c'est un film à sketch. C'est un film à sketch, mais voilà, mais ce que je veux dire c'est que c'est ça, mais qu'il y a à boire et à manger, c'est de plein de formes différentes. Oui, Pauline. En fait, ça me fait penser de ouf à un film italien qui s'appelle L'amour à la ville, qui était dirigé par un gars qui s'appelle Cesare Zavattini, mais où il y a plein de réalisateurs italiens qui ont participé, donc Fellini, Antonioni, Latuada, Dino Risi, etc. Et en fait, Zavattini, il voulait mettre en place un truc périodique, comme si c'était un journal pour parler de la société italienne, mais un journal cinéma. Du coup, chaque réalisateur avait un peu carte blanche sur son sketch, sa partie, et du coup il y en a qui ont choisi de faire du documentaire, d'autres de la fiction, d'autres juste des interviews, et pour montrer plein de trucs différents de l'Italie. Et du coup ça me fait un peu penser à ça dans la démarche, à la différence que dans ce film-là on identifie bien quel segment est fait par qui, mais dans le sens un truc collectif où chacun amène sa patte comme il le veut, il n'y a pas de direction générale. Et je trouvais ça super cool, l'idée de journal avec ce truc collectif mais au cinéma. Et lui, il voulait faire ça régulièrement, c'est-à-dire inviter différents réalisateurs, pas forcément tout le temps les mêmes, et faire des pastilles comme ça, regroupées sous un film. Sauf que, en fait, ils n'ont jamais pu le refaire. Enfin, c'est pas le truc qui était très voué à marcher. Et du coup, ils ont fait juste un qui s'appelle L'amour à la ville, qui est dispo, je crois, sur Canal, si je ne me trompe pas, si jamais vous avez envie de le voir. Voilà. Ok. Mais du coup, tu disais un des premiers films collectifs européens. Ouais. Du coup, L'amour à la ville, c'était... Oui, mais avant. C'était autant politique. Il y avait autant de portée politique. Je sais pas, du coup j'ai pas vu Loin du Vietnam, et j'imagine que le titre parle un peu de lui-même dans le sens très engagé, mais c'était quand même du coup c'était dans la période du néo-réalisme. Et c'est quelle date ? 53. Ouais.
C'était dans la période du néo-réalisme, et tu vois, ça parle de prostituées, de jeunes filles qui ont essayé de se suicider à cause des hommes. Enfin, genre, il y a un côté quand même assez engagé, quoi. C'est plus peut-être autour du social que politique. Oui, mais c'est quand même très lié. Oui, c'est très lié. Après, oui, c'est plus ancré dans vraiment les rues de l'Italie, on va dire, plutôt que quelque chose de tourné vers l'extérieur. Ok, mais après, bon, en tout cas, je sais que le Vietnam est considéré comme un des premiers films collectifs. Ouais. Après, il y a peut-être aussi ces aspects, comme je te disais, c'est qu'il y a un peu tout qui se mélange, c'est-à-dire que tu sais pas qui a travaillé sur quel truc, tout le monde a mis de la patte, et puis même de manière plus large, comme je te dis, il y a plein de gens qui sont arrivés, qui ont travaillé pour le film, que ce soit une semaine, quelques jours. Donc voilà, c'est pas vraiment juste, voilà, c'est pas un regroupement, c'est vraiment des gens qui ont travaillé en collectif sur le truc, donc c'est encore un peu différent, mais oui, c'est sûr. Mais donc le film, il a pour but de soutenir le Vietnam du Nord pendant la guerre du Vietnam, et en fait, il se pose en tant que, enfin comment dire, il parle de la guerre du Vietnam, il parle aussi de la réception de la guerre du Vietnam à l'international, la position des Européens et des réalisateurs aussi face à cette guerre du Vietnam. Enfin, il y a aussi, plus que la guerre du Vietnam, il y a aussi l'idée de la guerre du Vietnam, ce que ça symbolise, ce que ça peut mener, etc. Alors, au niveau temporalité, par rapport au Fond de l'air est rouge, je ne saurais pas dire si c'est avant ou après. Alors, je vais regarder ça très très rapidement. C'est 10 ans avant. Donc en fait, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on retrouve des choses aussi comme ça dans le Fond de l'air est rouge, dans cette façon de faire. Et il y a vraiment cette idée, parce que en fait, ce que je veux dire, c'est que j'avais expliqué que le Fond de l'air est rouge était un peu le film de deuil du socialisme pour Chris Marker. Et donc du coup, Loin du Vietnam est avant. Et donc là, on voit qu'à ce moment-là, il a encore énormément d'espoir. Il croit vraiment que ça peut mener sur quelque chose, et ça se sent dans le film, quoi. Il y a beaucoup d'espoir, et il y a vraiment ce truc de où est-ce que ça va nous mener, et peut-être à la révolution internationale prolétaire. Mais en gros, voilà, ce truc qui m'aurait plus étonné si c'était après le Fond de l'air rouge. Mais donc voilà, pour la première partie, je pense que c'est bon. Le film fait 115 minutes. Merci, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, il est dispo sur Univers Ciné. Il n'a pas de durée, quoi. Si, 115 minutes, il est dispo sur Univers Ciné. Ok. Voilà, je pense que... C'est accessible comment Pas trop. En fait, le problème de l'accessibilité, c'est que quand on a des choses qui sont aussi différentes, aussi spéciales, et qui sont tellement pas des trucs qu'on a l'habitude, j'ai du mal à savoir ce que ça vaut au niveau accessibilité, tu vois. Tu pourrais faire une note d'accessibilité par segment, quoi. Ouais, mais même le tout, du coup, qu'est-ce que ça... Enfin, c'est super compliqué parce qu'il n'y a pas de référence. Tu vois, tu peux pas... Mais du coup, en dehors du fait que tu sur 10, à quel point tu le conseillerais facilement à un random non cinéphile, tu vois. À quel point, moi, le normie, tu vois, non, moi je pense que ça se regarde bien, je dirais quand même 7, quoi. Parce qu'après, la forme un peu spéciale fait que... Peut-être pas plus, mais 7, je pense 7-8, quoi. Ok. Je pense. Ok. Voilà. Écoute, j'ai tellement eu d'informations que je n'ai même pas de questions. Donné beaucoup d'infos. Hein? J'ai donné beaucoup d'infos. Ouais, j'ai été noyé d'informations. Ok. Mais non, j'arrive pas à avoir de questions. Après, de toute façon, je pense que je pourrais pas vraiment avoir de questions parce que du coup, c'est tout entremêlé. Si j'en aurais peut-être une, mais je pense déjà que c'est de la couleur du coup. Ouais. Pour tout ou pas? S'il y a pas de... Je crois que Godard a fait en noir et blanc. Parce que voilà, la question que j'ai à voir, c'est est-ce que du coup, tu as des formats d'images qui changent ou pas du fait que tu aies beaucoup de personnes sur le truc. Je me suis posé la question en regardant, je me suis dit qu'il fallait que j'y fasse attention et j'ai oublié, mais je crois que oui, ça change. Ok. Parce que, je crois qu'il y a pas mal de changements parce que tu as des images d'archives, des images pas d'archives, etc. Mais oui, je crois que Godard a fait du noir et blanc. Mais je crois que c'est le seul. Ok. Et non, mais on en parlera après, mais le segment Godard pose beaucoup de questions et c'est intéressant d'en parler. Ok. Voilà. Et bah écoute, je pense que pour ce premier round, on a Pauline en tête, tout court. On a Louis qui vient derrière et toi qui viens en troisième. Je suis habitué à être troisième du premier round. Ouais, mais après surtout là c'est tellement peu conventionnel et ça me parle tellement pas que... Après il disait la même chose sur Sans Soleil et... Non, mais... Je dis pas que c'est nul ou quoi, c'est juste que là vraiment à l'instant T ça ne me parle pas du tout. Voilà quoi. Fait quoi, on enchaîne? Deuxième round. Deuxième round. Faut que j'arrête avec partie. Exactement. Et le deuxième round, on va faire que 2 rounds. Hein. Oui, je pense que c'est mieux, donc un round.
complément. À part si il y a vraiment besoin d'éclaircir pourquoi c'est dans la nouvelle vague, mais non, là on dira pourquoi on a choisi ça, mais voilà. Donc deuxième round, complément. On rajoute tous et là on va peut-être plus discuter, plus débattre s'il y a besoin, rajouter tout ce qu'on a envie de rajouter. Et donc Pauline, tu peux commencer. Alors, pourquoi j'ai choisi Alphaville, je l'ai déjà un petit peu expliqué. Je voulais revenir sur un point que je trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est le fait que ce soit de la science-fiction. Je suis pas sûre s'il y a peut-être un autre film de science-fiction dans la nouvelle vague, ce serait Fahrenheit 451 de Truffaut, oui. Qui est adapté du livre et qui est plutôt pas mal. Il est vraiment très très bien. Ouais. Mais sinon, je pense pas que ce soit quelque chose de prédominant dans la nouvelle vague. Je te coupe, le livre, c'est pas considéré comme vraiment un banger de... Si, c'est un très grand classique de la littérature. C'est un banger. Ok. Excuse-moi, je voulais juste avoir l'éclaircissement là-dessus. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est donc le côté accessible de la science-fiction et comment on fait de la science-fiction dans la nouvelle vague. Et donc, comme j'ai dit, il y a ce côté très brut qui reste, puisqu'il tourne dans des décors réels, avec des personnages qui ne sont pas spécialement costumés, mais c'est filmé d'une manière très... je trouve que ça reprend un peu de l'expressionnisme allemand, d'ailleurs qui nous fait encore faire un lien avec le néo-noir, mais on est dans des grands espaces très modernes, pour l'époque en tout cas, avec beaucoup de jeux sur la lumière, d'où la pertinence du noir et blanc. Parce que du coup, Alphaville, il y a le côté très technologique, un peu sombre, avec des lumières qui vont être très à la limite du néon, enfin voilà. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir comment il arrive à nous immerger dans une cité extraterrestre du futur, alors qu'il tourne à Paris, en banlieue, quoi. Et ensuite... je rapproche beaucoup ce film à Blade Runner. Okay. Je sais pas si tu l'as vu. Non, moi je me posais la question parce que tu parlais de néo-réalisme allemand, c'est ça Ouais. C'est j'ai oublié le nom du film. Megalopolis. Oui. Tu le dirais Metropolis. Aussi. Metropolis, ouais, merci. Et dans la gestion des décors, oui. Après Metropolis, c'est de la maquette. Ouais. Alors que là, c'est vraiment full décor réel. Est-ce que sinon tu le dirais quand même un petit peu? Mais sinon, oui, en fait, c'est en ça que je trouve que ça se rapproche de l'expressionnisme. C'est dans la gestion de l'urbanisme, en fait. Ok. Je dis n'importe quoi, du coup. Non, mais c'était pertinent. Ouais. Et donc, oui, je lis beaucoup le film à Blade Runner. Parce qu'en fait, l'intrigue, finalement, est très similaire. Sur le côté... personne, donc dans Blade Runner, c'est les réplicantes qui sont en gros des humanoïdes, mais qui n'ont pas de sentiments, qui sont régis uniquement par la logique pour être des humains parfaits. Et là, c'est un peu ce qu'il y a à Alphaville. Et du coup, dans Blade Runner, il va y avoir le personnage principal de Harrison Ford qui va tomber amoureux, entamer une relation avec une réplicante et qui va découvrir que peut-être en fait les réplicantes ils peuvent avoir des sentiments, etc. Et là c'est vraiment pas mal pareil avec le personnage d'Anna Karina. Donc je pense que Alphaville est un film qui a énormément influencé Blade Runner et qui est peut-être le film que Blade Runner souhaiterait être, mais ça c'est un autre débat. Le film est hyper émouvant, je trouve, parce que du coup on s'attache énormément au personnage d'Anna Karina, qui est vraiment le personnage qui va incarner la figure de la femme à qui on a toujours dit il faut penser comme ça, faire ça, etc. Et en fait, quand on arrive et qu'on lui montre qu'autre chose est possible, au début, elle va pas comprendre, mais elle va quand même être attirée par cette autre chose. Et en vrai, ça se voit que Godard adore Anna Karina. Il fait des gros plans sur son visage, magnifique, tu vois, éclairé, limite ça fait un fond qui est vraiment totalement noir, comment il gère sa lumière, un avec peu du juste clair-obscur ou pas du coup je pense que oui, okay. Ça peut être je sais pas si c'en est exactement, mais
Et oui, donc t'as le visage d'Anna Karina qui est éclairé, vraiment grosse lumière blanche, et où tu lis toute son émotion sur son visage alors qu'elle est censée ne pas avoir d'émotion. Et vraiment, bah voilà, moi j'ai trouvé ça très beau, très touchant. Après, il cite plus ou moins explicitement beaucoup d'influences pour ce film. Donc déjà, il a énormément été influencé par Cocteau, et notamment par Orphée. Godard, il adorait Cocteau, et du coup, il a pas mal repris la manière de Cocteau de faire ses décors, les côtés un petit peu... je sais pas, Cocteau, il a une patte un peu reconnaissable sur son univers, ses personnages que Godard aimait beaucoup et dont il s'est inspiré, et ça, il s'en cachait pas. Et après, Godard était un grand amoureux de la littérature. Et dans Alphaville, il cite énormément de trucs de la littérature ou de la philosophie, plus ou moins explicitement. Il va citer Nietzsche, il va citer d'autres philosophes, il va citer des livres, Voyage au bout de la nuit, enfin ce genre de choses. Soit dans des dialogues de ses personnages, soit dans les réflexions qu'ils peuvent avoir, qui se rapportent à une telle ou une telle philosophie. Et pour finir, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est du coup son sous-propos, qui est en fait ce qui le lie le plus directement à la Nouvelle Vague, à savoir l'asservissement du peuple. Donc en fait, il est vraiment dans un truc ultra politique où le mec, il arrive dans une cité où le peuple est guidé par un ordinateur qui leur dit: vous devez pas avoir de sentiments, vous devez être guidé par la logique. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que t'atteins la rentabilité, en fait. Et du coup, il arrive en fait dans un monde ultra capitaliste, ou tellement capitaliste qu'il n'y a plus de place pour les sentiments. Et à travers ce truc de science-fiction, de détective qui doit sauver cette cité en tuant le robot, en fait, il parle du socialisme et de comment il faut briser les carcans. Et le personnage d'Anna Karina aussi, c'est celle qui va réussir à briser ses chaînes et à sortir de cette case dans laquelle on l'a mise pour explorer ce que c'est d'avoir des émotions et de ne pas répondre à la logique d'un ordinateur qui est le gouverneur suprême. Donc en fait, c'est pour ça que ce film, il s'inscrit parfaitement dans la Nouvelle Vague. C'est que ça a beau être par une manière détournée, ça reste un film qui, dans son propos, est très politique. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je pense pas avoir de questions. Est-ce que le film, il sort pas un peu de la filmo de Godard ? Est-ce qu'il est un peu particulier ? Alors si. Ou... Bah, ouais, dans de ce que tu veux dire. J'ai dit que c'était... dans le premier épisode sur la Nouvelle Vague, j'ai dit que je cherchais un Godard un peu accessible, parce que Godard, c'est un cinéaste qui est quand même difficile d'accès. Et je trouve que Alphaville, c'est son film le plus accessible. Et du coup, en ça sort un peu déjà, parce que c'est pas facile d'avoir un Godard accessible. En fait, oui, parce que c'est son seul film de science-fiction. C'est un film qui va avoir qui va être moins frontal, qui va être plus linéaire aussi dans son histoire. Après, on reconnaît le style Godard. Franchement, tu connais un peu Godard, tu vois un peu comment il travaille. Tu vois Alphaville, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est lui, quoi. Mais il peut être un peu à part dans le sens où c'est le seul film où il explore cette manière-là de faire passer son message, on va dire. Ok. Écoute, je pense pas avoir spécialement de questions. Si j'en aurais peut-être une. Est-ce qu'il y a du coup des choses, des éléments de mise en scène qui sont un peu surprenants, ou je saurais pas trop comment expliquer ce que je veux dire, mais du coup ça a l'air d'être quand même un cinéaste très, très difficile d'accès. Est-ce qu'il y a peut-être des choses où tu peux dire que la narration va t'amener quelque part et que, je sais pas moi, il y a quelque chose qui change totalement dans les plans en fait, Godard, là où il s'illustre beaucoup, c'est d'une part le son. Là, je t'avoue que je me souviens pas assez bien du son pour savoir s'il fait des trucs bizarres dans celui-là. Eh ben écoute, je te le dis. Mais en tout cas, ça m'a pas marqué. Mais sinon, c'est dans son montage aussi qui s'illustre bien.
Et pour le coup, c'est, donc, comme j'ai dit, pour moi, le plus accessible. Donc, c'est pas là où il va faire le plus de trucs chelous de montage. Mais tu ressens quand même ce côté brut qui, pour moi, caractérise les films de la nouvelle vague. Où il va cut des scènes vraiment d'un coup. Parfois, tu t'attends pas à ce que le cut il soit là. C'est assez brusque. Passer à autre chose direct après. T'as un truc et puis d'un coup, tu passes à un gros plan sur le visage d'Anna Karina, tu vois, alors qu'on n'était pas du tout en train de la regarder. Enfin... C'est un peu comme les pubs sur Sister, quoi, en gros. Je te crois parce que... Okay. Je suis allé vérifier parce que ça me trottait depuis tout à l'heure dans la tête cette histoire de Lémi Caution. C'est un personnage de roman. Effectivement, okay. Roman noir puis de film noir créé en 1936 par l'écrivain britannique Peter Sheeny. Okay. Donc c'est effectivement... Alors, est-ce que Alphaville a été un roman avant d'être un film ? En tout cas, le personnage est un personnage de roman. Ok, bah, de toute façon, c'est pas étonnant vu les liens avec la littérature qu'il fait dans le film. Lui. Et c'est pas étonnant puisque la nouvelle vague a quand même aussi un petit lien avec la littérature. Essaye en tout cas de faire pas mal de liens avec la littérature, j'ai l'impression. Bah, comme beaucoup des réalisateurs étaient des critiques, c'est quand même des gens qui, normalement, même s'ils étaient critiques cinéma, avaient quelque chose de littéraire de base, quoi. Culturé un peu, quoi. Ouais. C'est ça. Bah écoute, je pense pas avoir spécialement d'autres questions. Je sais pas vous, Deka et Louis. Non, c'est très clair. Non. Et bah écoute, Louis, je te propose de prendre la suite. Ouais, bah moi je vais faire très court, parce que je vais pas avoir grand chose à dire sur les 18 minutes. C'est un film que j'ai choisi pour plusieurs raisons, surtout très personnelles en fait. C'est un des premiers films de la nouvelle vague, enfin même de la pré-nouvelle vague, si on prend exactement Le Beau Serge qui était sorti un an plus tard, comme vraiment début de la nouvelle vague, que j'ai vu, donc ce premier film de la nouvelle vague que j'ai vu, avant de voir Les 400 coups. Et c'est un film que j'avais vu à l'époque où j'étais un peu fâché contre le cinéma français, tu vois, j'étais un peu con et tout, j'étais en mode, oh, le cinéma français c'est que de la merde de toute façon. Et en fait ça m'a assez vite réconcilié, puis complètement réconcilié quand j'ai vu Les 400 coups après. Et c'est un film qui m'a touché par cette histoire de gamin, je sais pas, je les trouve très touchants. Ok. En plus, ça se passe dans une ville que j'ai habité pendant 2 ans et que j'aime beaucoup, Nîmes, vraiment. Donc c'est trop chouette, de voir les coins que tu connais dans un film. Je trouve ça trop chouette. En plus, Nîmes, c'est une ville qui a peu évolué dans sa structure depuis l'époque. Donc tu peux te rebalader vraiment aux mêmes endroits et c'est trop cool. J'aime beaucoup la voix off, c'est très poétique. Il y a pas quelque chose de malsain dans ce que font les gamins, c'est juste des gamins qui sont amoureux d'une fille qui est plus vieille qu'eux et ils s'amusent tant qu'ils peuvent parce que voilà, il y a que ça en fait qui compte pour eux, c'est que le moment présent et tout. Et c'est un peu ce qu'essaie de dire la voix off en beaucoup mieux. Et voilà, et j'aime beaucoup la fin qui, je vais pas la spoiler ici, mais il y a un côté un peu fin de l'enfance et même pour ses enfants et tout, et du coup je les trouve un peu touchants et tout. J'aime beaucoup la façon dont Truffaut filme la jeunesse, que ce soit dans Les 400 coups ou dans ce film. Il y a quelque chose il rend hommage à la jeunesse là où le cinéma n'a jamais à l'époque trop rendu hommage à cette jeunesse, à ces jeunes qui sont là, mais ça n'a jamais été les héros des films. Et là, il les prend et il en fait vraiment des personnages principaux, et puis voilà quoi. Okay. Que ça soit donc ce gang de pauvres gamins, donc de mistons, c'est un terme du Sud, ou de ces 2 jeunes adultes qui s'aiment. Donc ça c'est très intéressant et c'est très nouvelle vague au final, parce que la jeunesse est très importante dans le cinéma de certains réalisateurs de la nouvelle vague, dont Truffaut. Godard aussi, mais Godard lui va plus les politiser en fait. Ces jeunes, ça va plus être les jeunes de la Révolution. Truffaut, ça va être des enfants vraiment, ceux qui vont grandir et qui vont faire peut-être plus tard la Révolution. C'est un film de la nouvelle vague. Il y a même s'il est sorti un peu avant, il y a des côtés esthétiques qui sont propres à la nouvelle vague. Il y a dans le montage notamment, c'est très cut. Dans le son, donc je t'en ai parlé un petit peu dans le premier round, mais c'est un son qui est pris
sur le tas, hein, pour dire gentiment. Et je parlais dans la première partie de ce côté brut, on change pas ce qu'on filme dans les personnages, dans les figurants. Tu sais, je te parlais du Beau Serge où il y a une figurante qui a un accent de la Creuse. Là c'est pareil, les gamins ils ont un accent du Sud. Hyper prononcé. Ah ouais. Ils ont mis le kimono. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Genre vraiment, c'est un accent du Sud. Je l'avais pas entendu depuis longtemps celui-là, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, il y a dans ce film un petit côté vieux coffre que tu retrouves dans ton grenier et tout, de souvenirs. Et en ça, je le trouve super touchant. Alors, c'est pas forcément le but vraiment de la nouvelle vague et de ce genre de film, mais je sais pas, il y a un côté un peu confort de retrouver des vieux souvenirs peut-être de personnes de ta famille et tout, de vieilles photos et tout. Et j'adore ça. Enfin, vraiment, je trouve ça trop, trop bien. Et donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. L'histoire est un peu bateau, mais reste très joliment racontée. L'esthétique nouvelle vague est peu présente, du coup, ce qui peut plus plaire aux gens qui ont un peu peur de rentrer dans la nouvelle vague, justement, en se disant, ouais, c'est toujours un truc un peu chelou et tout. Non, justement, le Truffaut, que ce soit avec les Mistons ou les 400 coups, je trouve, est vraiment la preuve qu'on peut rentrer dans la nouvelle vague tout en faisant les choses simplement et en cassant les codes du cinéma, que ce soit dans son montage ou dans le son. Et sans être brut de décoffrage, en fait, sans te prendre par le col et te dire « Regarde comment je brise les codes ». Non, il t'accompagne, si tu veux, quelque part, dans son idée de briser les codes. Et donc, avec les Mistons, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée dans la nouvelle vague, et notamment dans la filmographie de François Truffaut. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être deux tons, on va dire, dans le film? Genre, t'as un peu un point de bascule où ça devient peut-être un peu plus... Un peu plus dramatique, ouais. Vers la fin du film, oui. Ok. Il y a un point de bascule, je le spoil pas volontairement. On en reparlera sans doute dans ton retour. Mais voilà. Ok. Écoute, je pense pas avoir de questions supplémentaires. Je sais pas vous, Pauline et Deka. Non, moi ça donne envie de le regarder, c'est pas très long. Je le verrai d'ici le retour. Ouais, on en parlera plus vu qu'on l'aura vu tous les trois aussi, donc ce sera intéressant. J'ai un peu peur que t'aimes pas parce que c'est vraiment simplissime. C'est trop simpliste même, parfois. C'est peut-être un peu le par rapport au film de Pauline ou le tien, Deka, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai vraiment choisi le film le plus simpliste possible, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est toujours bien. C'est pas grave, mais des fois la simplicité, ça fait tout. Hein. Et peut-être que ça fera la différence. Peut-être. J'y crois pas, mais. Bah écoute, on verra. On verra. T'es pas confiant? Je suis moyen. Non, je suis pas très confiant sur ce film. Mais je suis pas très confiant sur ce thème. Ok. Quand même. Pauline, t'es confiante sur ton film? Franchement, oui. Ok. Et tu vois, pas souvent, mais là, j'ai quand même bon espoir. J'adore ce film et en fait, je le trouve trop rarement cité pour parler de la nouvelle vague, alors que pour moi, c'est une hyper bonne porte d'entrée, à la fois dans la nouvelle vague, à la fois dans le cinéma de Godard. Et il y a plein de gens qui se retrouvent à regarder à bout de souffle en premier Godard, parce que c'est le plus évident, celui qui sort en premier, et qui en fait sont dégoûtés de son style et vont dire bah non, j'aime pas, c'est pas pour moi, ils vont jamais regarder d'autres trucs. Alors que Alphaville, c'est une bien meilleure idée, je pense, pour commencer. Et toi, Deka, est-ce que t'es confiant? Non. Non, du tout. Pas du tout. Est-ce que tu veux prendre la suite, du coup? Bah écoute, oui, si Louis a fini. Ouais, j'ai terminé. Film court, round court pour moi. Ok. Bah écoutez, je vais prendre la suite. Alors, bon, j'ai pas pris du tout de notes, donc on va y aller avec le flow. Aucune note aussi, regarde. Ouais, bah, enfin bon, c'est pas un film de 18 minutes, quoi. C'est un peu plus, voilà. Mais écoute, on va essayer de suivre la vague et d'avancer, voilà. Suivre la nouvelle vague. Exactement. Ce thème à queue. Alors, comme je disais, c'est un film qui a pour but de montrer sa sympathie, ou en tout cas de se positionner poétiquement contre la guerre du Vietnam, en faveur du Vietnam du Nord, et donc des socialistes et des communistes, évidemment. Donc, le film, il parle de
plein de choses vis-à-vis du Vietnam, mais par exemple, on pourrait penser que bon, ça va être un documentaire qui va parler de la guerre et de l'aspect très un peu pragmatique et se concentrer sur la guerre du Vietnam en tant que telle. Mais du coup, comme je disais en première partie, pas que, le film il questionne aussi le positionnement, l'idée de la guerre du Vietnam. Donc, comme je disais, ce que ça apporte. En fait, il y a vraiment faire presque du Vietnam, bon, pas faire, mais en tout cas, analyser comment le Vietnam devient presque un symbole pour beaucoup de gens à travers le monde, quoi. Donc, c'est vraiment un film qui se veut assez internationaliste. Il y a 4 langues qui sont parlées dans le film. Tu retrouveras du français, tu retrouveras de l'anglais, tu retrouveras de l'espagnol et du vietnamien. Est-ce que du coup il y a une version originale Non, en fait, c'est juste. Non, mais est-ce qu'il y a quand même un pays qui est dessiné en version originale, ou est-ce que le film il a été décliné, ou les parties en français elles sont faites en anglais ou en espagnol? Non, en fait, c'est ce que je veux dire. En gros, tu as des parties qui sont faites en française. T'as pas compris ce que je voulais dire? Mais c'est du documentaire. J'ai pas compris. Hein, est-ce que, genre, je sais pas, moi, c'est sorti en Espagne et ça a été redoublé, ou est-ce que, genre, peu importe où tu le regardes, le français reste en français, l'anglais... non, je pense que peu importe où tu le regardes... Je pense pas qu'il ait été doublé. Non, non, parce qu'en fait, comme c'est un documentaire, comme tu disais, par exemple, il y a des scènes où la caméra va juste se balader dans une manifestation en Amérique, aux États-Unis, pardon, et en fait, la caméra se balade et t'entends les États-Uniens qui parlent, quoi. Et du coup, ils vont pas redoubler dessus, quoi. Et par exemple, quand c'est l'interview de Fidel Castro, il parle en espagnol. Et donc là, on a l'espagnol, tu vois. Ouais, mais je sais pas, tu pourrais avoir... Non, il n'y a pas de... Non, c'est juste du sous-titrage, donc... Ok. Donc voilà. Donc en fait, c'est compliqué d'être exhaustif, en tout cas de bien tout dire sur le film, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de formes différentes. Alors, petit mea culpa, la partie de Godard n'est pas du tout en noir et blanc, je sais pas pourquoi, je la voyais en noir et blanc dans ma tête. Écoute, t'as trop d'idées préconçues sur Godard. Non, mais alors tu sais pourquoi? Parce que ça se trouve, j'ai encore dire une bêtise, mais L'homme à la caméra, c'est en noir et blanc. Oui. Voilà. Et en fait, Godard fait une grosse ref à L'homme à la caméra dans sa partie. Comment tu dis non? Mais tu l'as pas vu le film. Comment tu sais que c'est pas en noir et blanc? Hein? Je sais pas. Quand j'ai dit que c'était pas en noir et blanc Godard, tu m'as dit non. Là, non. Bah non. Ok, j'ai compris que tu m'avais dit... T'es paumé, je crois. Je t'ai juste dit, t'as trop d'idées préconçues. Ah ok, mais j'avais compris que tu m'avais dit non, c'est pas en noir et blanc. Et ok. Désolé. Mais du coup, oui. Et en fait, je pense que j'ai mélangé les deux parce que à cause de sa ref... Mais du coup, en fait, par exemple, je parlais de la partie de Godard parce que, en fait, c'est une partie qui est beaucoup critiquée. Mais beaucoup de gens détestent cette partie. Parce qu'en fait, le propos du film, c'est quand même le Vietnam. Et la guerre du Vietnam, même si plus que ça, la réception, comment les gens se positionnent, c'est un film qui est presque pas à destination des gens pour adhérer à ça, mais pour questionner ceux qui pensent déjà soutenir le Vietnam. Okay. Questionner leur position vis-à-vis de ça, leur faire penser, leur dire voilà, tu soutiens le Vietnam, mais il faut le faire bien, et qu'est-ce que ça implique, et comment, voilà. Et en fait, Godard, plutôt que, en fait, il va se filmer lui-même déjà au début, donc tu le vois lui derrière la caméra, donc en mode l'homme à la caméra, et il parle de lui, il parle de comment il fait ses films, de son art, de comment lui il n'arrive pas à vraiment, par exemple dans son cinéma, mais en fait c'est quand même intéressant, moi je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'il dit, mais il dit par exemple qu'il n'arrive pas dans son film à représenter la grenade qui explose vraiment, et que ça il n'arrive pas à le matérialiser dans son film, et donc il se sent quand même démuni vis-à-vis de ça, il ne voit pas comment parler du Vietnam parce qu'il aurait l'impression de... Voilà, il y a tout ça, mais donc du coup c'est quand même critiqué l'aspect de Godard qui parle en monologue et qui a décidé de presque faire un truc autobiographique et très autocentré. Tout à l'heure, Pauline a dit, je cite, ça se voit que Godard adore Anna Karina, mais ça se voit que Godard adore Godard aussi, quoi. Ça se voit. Et donc, il y a vraiment cet aspect. Et beaucoup de gens disent, mais vraiment, personne n'a demandé à Godard de parler, et le mec, il débite et il parle de lui pendant 15 minutes, c'est pas le propos. Je trouve quand même que c'est intéressant ce qu'il dit. Mais je comprends que quand on est tout en train de parler du Vietnam, que tu as des images du Vietnam, qu'on parle de la difficulté de tout ça, de ce que ça représente, on a des images d'archives et tout, et tu vois, après t'arrives, tu vois Godard qui se filme lui-même, et tu vois Godard derrière la caméra, tu sais, un côté un petit peu très... Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, quoi. Et en plus, je trouve qu'il s'exprime vraiment pas bien, Godard. Dès qu'il parle, il dit enfin toutes les 4 phrases, on dirait nous avec genre en 2022, 2023, et lui il dit enfin, enfin, vraiment. Et du coup il parle de lui, il parle de... Et du coup voilà, c'est très critiqué, mais du coup moi je suis pressé d'avoir votre avis sur ce segment Godard, parce que c'est intéressant de voir
ce que vous en pensez, parce que moi j'arrive pas à me situer. Ouais, bah, j'arrive pas à savoir si vraiment le gars est complètement. Enfin, qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi tu parles de toi? C'est pas le moment, mon petit pote là, arrête. Non, donc est-ce que c'est très gênant ou est-ce que finalement il y a quand même un truc intéressant? Je te dirais. Voilà, pareil avec la partie de René, qui est très spéciale, c'est vraiment un monologue pendant 10-15 minutes d'un mec qui parle de la guerre du Vietnam et qui se questionne et tout. Bah, ce qu'il dit, c'est intéressant, hein. Mais encore une fois, c'est. Est-ce qu'au final, bizarre. Du coup, il y a. Enfin, je saurais pas comment dire, mais genre. Est-ce qu'au final, genre, c'est pas un film qui. J'extrapole beaucoup et il faut pas dire ce que je dis au premier degré ou quoi. Juste, est-ce que ça aurait pas dû être un film qui aurait limite pas dû être fait parce que, bah. Genre, c'est des gens qui n'ont vraiment rien à voir avec ça qui en parlent. Non. Pauline, tu veux dire quelque chose ? En fait, ça me fait beaucoup penser à... Donc, dans la première partie, on a parlé des Cahiers et notamment de Rivette, qui est, je pense, peut-être l'un des meilleurs critiques de la génération des Cahiers. Et il a fait un texte qui est extrêmement connu, qui s'appelle Le Travelling de Capot. C'est un film qui s'appelle Capot, où... en gros, il y a une femme qui se suicide sur des barbelés et il y a un travelling avant qui se rapproche du cadavre. Et lui, il a dit que c'était abject de faire un truc comme ça. Et en gros, c'est tout un texte qui est très très bien écrit et que je ne saurais résumer avec mes mots. Mais en gros, ce texte est souvent convoqué pour parler de la manière de filmer la guerre. Et par exemple, il y a beaucoup de gens qui détruisent la liste de Schindler en se basant sur cet argumentaire-là, en disant qu'on ne peut pas faire du sensationnaliste pour filmer la guerre, pour filmer l'extermination d'un peuple, etc. Et il y a des gens même qui reprennent ces arguments, qui vont même jusqu'à dire qu'on ne peut pas faire de la fiction sur ça. Et en fait, il y a un grand questionnement des cinéastes, et notamment des cinéastes de cette génération, qui sont très engagés politiquement, mais de comment filmer la guerre, qu'est-ce qu'on peut montrer, comment on peut représenter l'atrocité, en fait. Et je pense, j'ai pas vu le film, et je pourrais en dire plus après l'avoir vu au moment des retours, mais qu'à travers ce truc un petit peu autocentré, Godard, il devait essayer de questionner ça, bien sûr, et de dire, en fait, moi, je sais pas comment on peut montrer la guerre, du coup, je vais me montrer moi, parce que je suis légitime pour me filmer moi, je suis pas légitime pour filmer la guerre au Vietnam. C'est ça que j'ai dit que je l'ai mis un petit peu, parce que je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'il dit, quoi. Non, et oui, je vais bien plutôt sûr. En ton sens, et de ce que tu décris, je l'interprète vraiment comme ça. Après, je verrai en le voyant si... Je pense que c'est aussi que c'est la figure de Godard qui est quand même très... Oui, bien sûr. C'est Godard qui parle de Godard, bon, voilà. Et donc puis, ça rétrospectivement, quand on connaît le personnage et qu'on le voit qui vieillit et qui dit que tout est de la merde et que... Enfin, voilà... Qui exprime son aigreur de manière plus en plus forte au fil des années, et je pense que rétrospectivement on a tendance à tout interpréter ce qu'il faisait comme ça, dans sa jeunesse, comme le Godard qu'on a connu sur la fin de sa vie, alors que peut-être qu'à l'époque, je sais pas, ça a déjà été reçu comme ça à l'époque, ou parce que tu dis que plein de gens détestent le segment de Godard. Je sais pas, je sais qu'en fait il y a eu beaucoup de critiques du film, mais alors ce que je sais, c'est que c'était, par exemple, il y a je sais plus quelle critique qui disait qu'en fait il y avait aucune envie esthétique dans ce film, et que du coup ça servait pas à grand chose, et que c'était juste un patchwork de trucs. Chris Marker, finalement, qu'est-ce que c'était son taf dans ce truc là, parce que finalement il le compare même à Mondo Kane en disant finalement on n'a rien vu de plus, juste un mélange de trucs depuis Mondo Kane, le film, voilà, donc tu vois, vraiment. Et du coup c'est Jonas Mekas, donc on a parlé dans l'épisode de documentaire, qui dit qui a fait une caricature de ce critique, genre énervé devant sa télé en train de regarder le film, et lui qui trouvait le truc intéressant et tout. Mais alors sur Godard en lui-même, ça je sais pas exactement ce qui est dit, mais oui, il y a des gens qui disent écoute, il y a pas de vrai truc artistique, à quoi ça sert, enfin c'est bon quoi, c'est un peu tout nul quoi son truc, mais voilà. Juste pour l'anecdote, c'est Mondo Cane parce que c'est italien, et cane ça veut dire chien. Ok. Et voilà, ça veut dire monde de chien en gros. Ouais, écoute, moi je suis un petit peu anglophone quoi. Non, voilà. C'est Citizen Canet, voilà. Mais du coup, je sais plus non, alors tu disais du coup, Frigo, que c'est des gens qui devraient pas faire le film parce que, non mais bien sûr, en fait,
Il n'y a pas de posture donneuse de leçons dans le film. Okay. Il essaie vraiment de se questionner. Donc je trouve que c'est pas... Ça va, tu vois. Je trouve pas c'est ça... peut-être même justement la question du film, genre oui, comment être engagé quand t'es toi en France. Ouais, il y a ça, mais après il y a aussi des moments, comme je dis, que c'est... Il y a aussi des moments où c'est juste des images d'archives, des manifestations aux États-Unis, en France, ce genre de choses, tu vois. Donc il y a tellement tout. Mais oui, il y a des gens qui disent, bah, en fait, dans ce film, quand on voit par exemple le segment de René et de Godard, bon, on voit le problème de blancs qui vont parler de trucs qui sont de loin parce que voilà, c'est auto-centré, ils n'arrivent pas et tout. Et donc c'est aussi intéressant. Mais bon, après. Moi, je trouve que le film est comme intéressant. Après, pourquoi je l'ai choisi aussi? Pas parce que je trouve que c'est le meilleur film de la nouvelle vague que j'ai vu. Souvent, on essaie de choisir un peu le meilleur et tout, mais parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ce film qui regroupe plusieurs personnes de la nouvelle vague, qui montre un engagement, et je trouve que par tout ça, bah, c'est intéressant de ce que ça dit. Je trouve que c'est une bonne entrée dans la nouvelle vague pour l'appréhender, quoi. Surtout que le côté collectif, c'est quelque chose de très caractéristique de la nouvelle vague, qui finalement est assez rare. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que tous ces réalisateurs, ils ont tous marché. Enfin, je veux dire, ils sont tous reconnus aujourd'hui comme des réalisateurs importants, chacun avec leur carrière. C'est parce qu'en fait, il y avait cette émulsion collective à l'époque. En fait, il y en avait un qui réussissait, celui d'après, il faisait un film lui aussi, et celui d'après lui aussi, et c'était voilà la bande de la nouvelle vague, quoi. Donc c'est intéressant. Pour revenir sur cet aspect collectif, on parlait dans la première partie un peu politique des auteurs, et qu'il y avait cette envie, voilà, mais en fait là on est sur un film qui est un peu anti-auteur, oui, c'est vrai. parce que là où quand même, quand on parle d'auteur, c'est quand même un truc qui est assez mettre en avant une individualité, et presque au-dessus de son film, quoi. Alors que là, vraiment les auteurs, comme je dis, ils sont complètement derrière le film, à part Godard, et on les perçoit presque pas, et c'est pas ce qui est cherché, quoi. C'est vraiment le collectif. Après, je sais pas si tu sais ce qu'il en pense, mais je pense que Chris Marker il pisse sur la politique des auteurs. Bah oui, justement. Ouais, non, mais de manière générale. Je sais pas s'il s'est déjà exprimé dessus. Bah je sais pas exactement, mais vu qu'il est pro-collectif et que... Donc oui, moi je pense que ça... Mais justement, vu qu'on disait que la nouvelle vague c'était beaucoup la politique d'auteur, là c'est un film qui est complètement en dehors de ça, et le film passe avant et le message passe avant l'auteur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être le côté politique qui passe avant celui de la politique des auteurs, donc la politique artistique. Là c'est vraiment... Ils ont dû se dire, c'est un sujet tellement énorme et tellement important qu'il faut en parler collectivement et non pas juste chacun de notre côté. Après, Marker fait quasiment tout le temps ça. Donc voilà, pour le coup... si Marker est aussi chapeaute le projet, ça m'étonne pas. Par rapport à tout ce que tu avais dit d'ailleurs. J'avais une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Agnès Varda qui a demandé à être retirée, c'est juste parce qu'en fait, au final, elle n'a pas vraiment participé, ou c'est pour une autre raison? C'est alors en 2012, elle a dit qu'elle ne voulait pas que le film soit inscrit dans sa filmographie. Parce qu'elle ne considérait pas le film comme dans sa filmographie. On n'en sait pas plus. Enfin, j'en sais pas plus en tout cas. Mais son segment est dans le film. En fait, non, tu sais pas. Non, son segment est pas dans le film. En fait, elle avait fait une fiction qui s'est pas retrouvée dans le film, mais elle a aidé sur d'autres trucs. En fait, tout le monde a. Je pense qu'il n'y a pas de. Chacun a fait son. Voilà. Donc, elle a aidé à plein de choses. D'ailleurs, elle est dans le générique. T'as le nom de tous les réals que j'ai cités. Après, t'as pas mal de noms. Et au milieu, t'as Marker et Varda. Qui sont quand même à part, quoi, qui ont un peu un truc presque comment dire, de chapeauté, tout, voilà. Ouais. Donc moi je pense que je sais pas pourquoi, peut-être que non, je sais pas. C'est un peu par humilité justement, parce qu'elle veut qu'on garde plus en tête l'aspect collectif. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le film a donc la critique a été assez sévère avec le film. Enfin la presse, etc. Bon, après, du coup. Bon, en tout cas, le film a été montré dans un festival à Montréal, où il a eu vraiment le public ça a très très bien marché vis-à-vis du public, mais hostile de la presse. Après, je sais pas si c'est parce que c'est en Amérique et que du coup c'est compliqué avec. Après, bon, au Canada, pas aux États-Unis. C'est quelle année déjà? C'est en 67. Parler de la guerre du Vietnam, c'était encore chaud en 67 ans. Ah oui, elle est encore. Marvin Gaye à cette époque, quoi. Ah mais là ils en parlent, du coup ils parlent de la guerre du Vietnam pendant la guerre du Vietnam, donc c'est vraiment une position. C'est pour ça. Voilà. Et donc que les Américains ils étaient un peu. Après là on était au Canada, quoi, mais je sais pas. Mais après, je sais pas comment ils étaient positionnés. Mais du coup le film a pas trop marché, mine de rien, malgré tout. Ensuite il a été retransmis dans des salles parisiennes.
Mais alors, l'anecdote que j'ai là sous les yeux, c'est vrai qu'il y en a une d'ailleurs qui a été mise à sac par une trentaine d'individus d'un groupe d'extrême droite. Et il y a eu plusieurs alertes à la bombe, ce qui fait que le film a arrêté très rapidement d'être montré. Et que voilà, après, c'était plus. Il a un peu eu plus de mal, quoi. Ouais, bah ouais, normal. Voilà, alors que dire d'autre je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, je crois que j'avais d'autres trucs à dire, mais là, je pense pas avoir plus de questions. J'ai l'impression d'oublier des choses, mais je ne sais pas quoi. Parce que ça a l'air d'être tellement éclaté, en fait, qu'en termes de narration. Ah ouais, j'ai eu peur. Non, pas nul. Il serait peur, là. Je sais, je l'ai dit sur un ton très. Mais non, justement, genre tellement dispersé, plutôt. Ouais. Ce serait peut-être le terme le plus exact. Que je pense que si tu l'as pas vu, t'as pas de questions, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu ça. J'ai un peu l'impression que de toute façon. C'est par segment, enfin ça marche, c'est un film qui marche par segment, c'est bizarre, c'est à la fois un film collectif mais qui doit marcher par segment. Genre si t'avais fait segment par segment et tout, là on aurait peut-être un peu plus de questions, segment par segment, mais c'est pas comme ça que tu parles d'un film collectif, quoi, pour moi. Ouais, ça aurait pas de sens. Ça aurait pas de sens, et puis même c'est... Ouais, après, donc voilà, moi je crois que j'ai dit les termes. Eh bah écoute, si t'as dit les termes, c'est très bien. C'était du coup le film est avant le mai 68, il est sorti un an avant, oui. En 67, donc il préfigure un peu tout ça. Et voilà, bon bah, j'ai envie de dire un truc basique d'un film de Marker, on voit Fidel Castro qui parle. Voilà, je crois qu'à un moment on entend Varda qui parle aussi, enfin qui fait une voix off. Donc tu vois, elle a quand même participé. Et puis voilà, non, je crois que les trucs les plus importants ont été dits, quoi. J'ai peur d'avoir oublié des trucs, mais tant pis, au pire. Bah écoute, tu diras dans les retours au pire. Exactement. Exactement. Voilà. Et bah écoute, je pense que Pauline reste en tête sur ce round. Et je pense en fait on a le même truc que tout à l'heure. C'était Pauline, Deka, Louis, je crois. Non, c'était Louis en deuxième. Ah bah du coup l'inverse. Voilà. Ok. Voilà. Et bah écoutez, on va pouvoir conclure cet épisode sur la nouvelle vague. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, on est sur Instagram et Twitter, Studio 7 Pod. On est aussi sur Letterboxd Studio 7, dans lequel vous pourrez trouver les listes qu'on fait avec votre aide. Donc la liste en tout cas de la nouvelle vague, devrait arriver dans les prochains jours. Mercredi, on va vous demander quel est votre film préféré, ou en tout cas celui qui vous a donné le plus envie, si vous ne les avez pas vus, parce que j'imagine bien que les gens votent en n'ayant pas vu les 3 films. Et donc voilà, ça sera intéressant. N'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux si vous avez quoi que ce soit à nous dire. Je peux aussi vous dire que le podcast est affilié à l'association Super 7. Donc pour plus d'informations, super7.fr. On est sur tous les réseaux, de Instagram à LinkedIn, en passant par Facebook et TikTok. Le LinkedIn, il me fume. Ouais, et puis il n'est pas très à jour, mais bon voilà, on est là. Bah ouais, il faut. Et donc, écoutez, voilà, on va faire le tour. Ouais. N'ayez pas peur, vous allez pouvoir donner aussi vos réseaux. Frigo qui me regarde. Je te laisse, Frigo. Et la parole. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits. Sur Instagram @al_sim SIIM et sur Letterboxd @frigo_. Voilà. Magnifique. Pauline. Alors sur Twitter c'est polynôme-8. Sur Instagram, Pauline-8, Janon, J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, Melvin Yodal, comme le personnage de Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et je voulais juste rajouter un truc sur Super 7. Si vous adhérez, 10 € pour un an, vous recevrez automatiquement notre newsletter une fois par mois. Et comme le podcast, on n'enregistre pas toujours au même moment où il sort, évidemment, on peut pas forcément vous parler des actualités de l'assaut qui peuvent être diverses et variées. Donc, adhérer, c'est une manière de recevoir notre newsletter et d'être au courant en temps réel de ce qu'on fait. J'ai cru elle allait dire, il y a un giveaway de chaussettes Twin Peaks. Et non. C'est fini. Putain. Et Louis, où c'est qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8 MacDuck. Et toi, Deka ? Sur Twitter, DK24_ et sur Letterboxd, DK24. Voilà. Impeccable. Écoutez, voilà, si vous appréciez nous écouter
N'hésitez pas à partager l'épisode ou le podcast, à en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. Exactement, nous faire vos retours, blablabla, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Exactement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode venteux, j'ai envie de dire. Venteux ? Ouais. Ouais, venteux. Ok. C'est ce que j'ai décidé. C'est très. Si quelqu'un trouve, je lui offre quelque chose. Mais... Pour le nouveau thème, venteux, du coup. Là. J'ai décidé. Ça va, il n'y a pas de double. Non, il n'y a pas de double sens. Il peut y en avoir. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Cut.